Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. On débute avec ce retour sur la mobilisation contre la réforme des retraites. À l'appel de l'intersyndicale, plusieurs centaines de manifestants ont convergé vers Pointe-à-Pitre. Ils disent tous non aux 2 années de travail supplémentaires bientôt imposées par le gouvernement. Le reportage. Nous, pour nous, le GTG, nous tenons une petite délégation, puisque nous faisons le choix, parce que nous sommes en mouvement le 7 février. Alors nous faisons le choix de délégation aujourd'hui et nous sommes là le 7 février en mobilisation générale. On va penser par ça assez bien. On voit effectivement les autres syndicats, ça a fonctionné, que nous avons répondu présent. On va penser que la prochaine mobilisation, le 7 aussi février, nous allons répondre présent, puisque c'est toujours le même point, c'est aujourd'hui là, c'est la retraite. Pour ça qui revient aussi le 7. Et nous nions aussi chaque secteur qui est problématique. Moi, personnellement, dans le secteur BTP, le problème de BTP aujourd'hui là, c'est que nous ne voyons pas ni travail, et nous voyons surtout le super travail que nous nions, c'est étranger qui campagne. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et nous voyons aussi le non-respect des droits des salariés dans le pays là. C'est là, de toute façon, le 7, c'est une vaste mobilisation, mais il y avait chaque monde qui il y avait plein de revendications dans chaque secteur, chaque union, pour nous mobiliser nous ensemble. Nous sommes très contents à la FSU, grosse manifestation. Plus de 3000 personnes dans les rues aujourd'hui en Guadeloupe. Énormément d'établissements fermés, énormément de collègues concernés par cette réforme et qui ont signifié tout simplement à M. Macron et à son gouvernement qu'il est hors de question que nous acceptions cette réforme. Il est hors de question que nous travaillions au-delà de 62 ans et il est hors de question que nous continuions à cotiser au-delà des 42 ans. Nous sommes dans un corps de métier extrêmement féminisé, donc énormément de carrières hachées. Et surtout, il est hors de question que nous soyons devant des élèves dans des situations de conditions de travail déplorables. Donc nous, à la FSU, nous demandons tout simplement à ce que l'ensemble des éléments de cette réforme soient retirés. Ce projet scandaleux de repousser l'âge légal de la retraite à 64 ans, c'est une réforme que propose le gouvernement avec obstination, alors que tous les Français, 80% des Français y sont hostiles, que tous les syndicats y sont hostiles. Et en plus de ça, c'est une réforme qui ne se justifie pas. Aujourd'hui, l'équilibre du système des retraites n'est pas menacé. Le Conseil d'orientation des retraites, qui fait autorité en la matière, dit très clairement que le système ne sera pas en déséquilibre majeur et qu'il suffit de quelques correctifs et qui peuvent être pris ailleurs, ne pas simplement s'attaquer aux travailleurs. On peut aller vers la fiscalité, fiscaliser davantage les hauts revenus. Il y a d'autres mesures qu'on peut prendre. Et donc aujourd'hui, s'attaquer à l'âge légal, c'est s'attaquer aux retraités, aux futurs retraités, aux travailleurs qui aujourd'hui voient l'horizon de la retraite s'éloigner. Et les salariés affiliés à la CGTG, quant à eux, ils se sont regroupés à la centrale EDF de Jarry. Ils dénoncent cette retraite à 64 ans. Si l'on commence à travailler à 20 ans et que l'on a bossé sans interruption, ça fait un très gros parcours, ça. Regardez. Il y a 2 choses qui nous interpellent sur la retraite. Comment expliquer qu'une personne qui est embauchée à 20 ans, à 21 ans, avec 43 ans d'annuité, il aura 64 ans, l'âge de départ légal à la retraite. Mais celui qui est embauché à 30 ans, 43 ans de cotisation, à quel âge il doit partir à la retraite? Donc, Bon nous ment. Macron nous ment. Donc, sur ces points-là, et sur la question des 1200 €, il faut avoir une cotisation pleine pour bénéficier de ces 1200 €, si tentés qui vont mettre ça en application. Ce que nous disons, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des salaires, sur toutes les questions qui ont trait à la classe ouvrière, aux pauvres, aux retraités, aux chômeurs, Macron et Bon donne l'occasion de nous réunir ensemble pour frapper. Parce que tous les corps de métier sont frappés. Le public est frappé par cette attaque. Le privé est frappé par cette attaque. Les retraités sont frappés. Les chômeurs sont frappés. Les jeunes sont frappés. Bref, nous sommes tous concernés. Et c'est pour ça que nous disons, à cette occasion-là,
répondre coup pour coup, il faut se rassembler. C'est un point de départ aujourd'hui. Ce que nous souhaitons, c'est que dans les jours qui viennent et les mois qui viennent, qu'on puisse renforcer ce mouvement-là. La France est le seul pays avec la Hongrie en Europe où ils n'ont pas réintégré les soignants. Donc si vous faites des comparaisons sur le dossier de la retraite, sur le dossier des conditions de travail, sur le dossier de la flexibilité, pourquoi vous ne le faites pas, mais pas en application par rapport à ce qui se passe en Europe? C'est autant de questions que nous posons, mais ces questions-là vont se résoudre avec la mobilisation qu'il faudra renforcer. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler depuis tantôt, mais encore plus ces jours-ci. Un rassemblement à la centrale de la Pointe-Jarry pour marquer le conflit en cours avec la direction d'EDF Archipel Guadeloupe. S'ils entendent le mécontentement de la population qui subit les coupures, ils disent n'avoir d'autre choix que de continuer. Pour la CGTG, le Code du travail ne se négocie pas, il s'applique. On fait le point avec Jimmy Télémac. Alors concrètement, nous avons commencé à discuter hier. Donc hier, nous avons commencé à amorcer des sujets sensibles tels que la Corbino. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet et donc nous attendons aujourd'hui des réponses puisque nous allons concrétiser aujourd'hui au travers d'une proposition écrite et on va voir où s'arrête la bonne ou commence la bonne volonté de la direction de DFPI. Notre grève dérange toujours. Notre fédération, lorsqu'elle entame un mouvement de grève, est une grève dans un secteur sensible et forcément les gênes occasionnés vont forcément déranger la population. Par contre, ce qu'on dit, c'est que nous avons fortement renforcé le réseau électrique pour éviter d'avoir de trop profonds délestages. Les délestages sont d'1 heure. Ils sont loin d'être ceux qu'on a pu connaître en Guadeloupe en 2002, où ils étaient de 4 à 5 heures. Donc je crois qu'aujourd'hui, les salariés qui sont en grève, qui ont le droit de revendiquer, parce que je le rappelle, le droit de grève est un droit constitutionnel, ils ont effectivement des problèmes en la matière, des problèmes sérieux de santé, de sécurité. Et comme tout salarié, ils revendiquent. Et quand ils revendiquent, ils s'arrêtent de travailler. Donc aujourd'hui, nous le disons très clairement, nous avons pendant plus de 13 jours envoyé un préavis et il y a eu donc pas de son, pas d'image du côté de la direction de l'EDF. Nous sommes rentrés dans un mouvement effectivement où nous attendons des réponses concrètes. Vous savez, depuis que nous avons déposé le préavis le 5 décembre, nous avons toujours déclaré être disponibles à toute heure. Nous avons tous observé en Guadeloupe que les premières réunions n'ont eu lieu que le 22, quand les salariés ont effectivement arrêté quelques moteurs. Donc nous disons aujourd'hui que nous sommes toujours dans cette même dynamique, celle de discuter, de négocier, mais nous le rappelons, le Code du travail n'est pas une chose qui se négocie, c'est quelque chose qui s'applique. On a des petits soucis de répartition, vous aurez compris, mais notez une petite anecdote que 200 millionnaires à travers le monde demandent actuellement à payer plus d'impôts pour lutter contre les inégalités grandissantes. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui viennent de France hexagonale, n'est-ce pas ? Et suite au non-lieu dans l'affaire de la contamination de la population guadeloupéenne au chlordécone, les maires se préparent à l'offensive. Rassemblés hier, ils ont adopté une résolution à l'unanimité en vue de la réalisation d'un plan d'action. Les élus visent à obtenir la reconnaissance législative du crime perpétué et que l'État assume pleinement sa responsabilité. Regardez. Les maires sont des élus de proximité, c'est l'institution qui est la plus proche de la population. Et face à un tel désastre, on ne peut pas imaginer que les maires restent indifférents ou silencieux. Donc je suis heureux que cette réunion ait pu avoir lieu, qu'il y ait eu des maires, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, il y a des élus mobilisés. En tout cas, toutes les communes de Guadeloupe étaient représentées, soit par leur maire, soit par un élu. Sur cette question-là, oui, c'est la première fois que les maires de Guadeloupe se réunissent. Mais depuis tantôt quand même, les maires de Guadeloupe, sur plusieurs sujets, arrivent à se mettre d'accord ensemble et à faire l'unanimité. La motion, c'est surtout l'expression de l'indignation et l'appel à l'unité et à la solidarité. Au-delà, le programme d'action, on va le définir en réunion plus restreinte. Mais ce soir, on ne pouvait pas partir sans exprimer ce que chacun a dit individuellement, que nous sommes indignés et que nous n'accepterons pas que la Guadeloupe soit empoisonnée pour 700 ans sans que l'État proclame sa responsabilité, son engagement à réparer et à dépolluer nos sols. La résolution que nous avons votée à l'unanimité, déclare l'indignation forte des maires de Guadeloupe par rapport à ce déni de justice. Deuxièmement, de créer ce qu'on appelle l'unité à la fois des populations Guadeloupe-Martinique, des élus, des associations et de la société civile sur cette question-là. Et troisièmement, mettre en place des actions que nous allons décider ensemble, qui auront une résonance pour que le rapport de force puisse se construire
et sur le plan politique, demander, exiger qu'il y ait une reconnaissance législative, c'est-à-dire qu'il y ait une loi qui déclare la responsabilité de l'État, le devoir pour l'État de réparer, de dépolluer et de mettre en place tout ce qui est nécessaire en matière de prévention. La police nationale, elle entend travailler plus étroitement avec la presse, un partenariat pour mieux faire connaître ce service public et montrer son efficacité. Souvent décrié, les forces de l'ordre souhaitent améliorer leur image auprès de la population. On fait le point avec Laurent Chavannes, directeur territorial de la police nationale. En ce début d'année 2023, c'était l'occasion pour la police nationale en Guadeloupe, avec la cellule communication et l'ensemble de l'état-major de la direction, de rencontrer la presse, de vous souhaiter nombreux vœux, et puis de pouvoir échanger sur notre volonté de communiquer, de faire mieux connaître encore la police nationale. C'est pour nous très important. La police nationale remplit, on l'a évoqué tout à l'heure, de nombreuses missions en général, mais sur le territoire guadeloupéen. On les a balayées et on souhaite les faire connaître au mieux pour faire connaître à la population ce grand service public de la police nationale qu'est la police nationale. Alors, les difficultés, elles sont toujours très importantes. Le métier de policier est un métier qui est tellement large, qui prend en compte tellement de facettes de nos sociétés, qu'il y en a beaucoup. Mais c'est toute la richesse du métier également d'avoir beaucoup de difficultés et de pouvoir les surmonter et de pouvoir rendre ce service à la population au sens large du terme, en termes de service public. Montrer qu'elle est efficace, mieux la faire connaître. On le disait tout à l'heure, souvent lorsqu'on parle de la police nationale, il ne faut pas hésiter de le dire, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Je pense que les trains qui n'arrivent pas à l'heure sont beaucoup moins nombreux et très faibles, même plutôt, que tous les trains qui arrivent à l'heure avec toutes les facettes du métier de policier. Il y a des thématiques particulières sur les territoires guadeloupéens qui nous préoccupent particulièrement, et la circulation des armes à feu est une des problématiques importantes sur lesquelles on s'adapte, et on a des stratégies dont on pourra reparler à l'occasion pour lutter contre ces phénomènes qui sont vraiment très très préoccupants, comme je le disais. Notez que plus d'un quart des jeunes Guadeloupéens ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Un chiffre issu d'une étude de l'INSEE est présenté au RSMA, premier centre de formation de l'archipel. Une présentation afin qu'ils améliorent les recrutements et contribuent à l'insertion de ces profils qui sont effectivement hors emploi ou formation. Regardez. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que 27% de ces jeunes-là sont dans une situation effectivement que je viens d'évoquer. Ça touche un peu plus les hommes que les femmes. Et c'est surtout les tranches d'âge de 20 à 24 ans et de 24 à 25 ans qui sont les plus touchés, puisque 40% d'entre eux sont des NEET. Il est important de le présenter au RSMA. Parce que le RSMA est tout d'abord un grand acteur de l'intégration, de l'insertion socio-professionnelle d'une part, et que cette étude, portée à la fois par l'INSEE et également par la préfecture de Guadeloupe, soit faite, donne sens à la question même du besoin et de l'interrogation que nous nous portons, notamment sur le positionnement de ces jeunes gens, puisque c'est les NEETs, près de 27%, je dirais, des jeunes, tels que vous avez pu le voir dans le cadre de la conférence qui a été portée aujourd'hui. 27% des jeunes ici en Guadeloupe, c'est 16 500 jeunes qui sont en effet éloignés de l'emploi, de la formation ou des études. C'est donc dire que le sujet est important, et particulièrement cette nécessité est de pouvoir également structurer les conditions de la réponse que nous devons offrir. 27%, c'est un chiffre qui est important quand on le compare à celui de la métropole qui n'est que de entre 13 et 14%, c'est presque le double. Je pense que ce chiffre-là, il est important. Un autre chiffre, effectivement, je le placerai plutôt vers les mères isolées. Elles représentent en fait un quart de ces NEET. Et c'est vrai que ça montre effectivement les difficultés qu'elles ont à s'insérer sur le marché du travail, dans la mesure effectivement où elles s'occupent en plus d'enfants. Donc c'est plus compliqué pour elles encore que ceux qui n'ont pas d'enfants de s'insérer sur le marché du travail. Nous avons des métiers aujourd'hui sur notre territoire de Guadeloupe et des métiers qui ne trouvent pas preneur. Et donc le but de cette étude, c'est d'objectiver la question même
de la représentation des métiers, de la capacité à pouvoir peut-être mieux porter les offres que nous avons dans le domaine de l'emploi et pouvoir amener ces jeunes petit à petit, en effet, dans un cheminement entre du décrochage scolaire à la capacité à pouvoir se réinsérer. C'est ça la volonté de la réponse des institutions. Le RSMA, on recrute des jeunes de nos différentes filières tous les mois. C'est-à-dire, par exemple, fin janvier, on va recruter des jeunes qui vont rentrer en formation, début mars, voilà. Donc tous les mois, ça c'est vraiment important, le SMA recrute. Donc notre offre peuvent intéresser des jeunes, pas seulement en septembre, octobre, novembre, mais vraiment tous les mois. On a vraiment les métiers des services, les métiers du tourisme, les métiers du bâtiment, travaux publics, les métiers aussi de la logistique, les formations au permis de conduire, permis poids lourd, transport en commun, conducteur, cariste, etc. On a vraiment une offre vraiment très diversifiée et on est vraiment au service de la Guadeloupe, du développement socio-économique de l'île et au service des jeunes de Guadeloupe de 18 à 25 ans. Essayez d'imaginer la retraite pour ces jeunes qui sont déjà en difficulté. Et dans le cadre du Conseil local de prévention de la délinquance, la ville de Bémao met à disposition une piste de sécurité routière, un nouvel outil pour les établissements scolaires du territoire. La municipalité a également acté un partenariat avec le parquet pour la mise en place du travail d'intérêt général. Regardez. Alors nous avons signé avec la commune de Bémao la mise à disposition d'une piste de sécurité routière qui a été mise en place, installée par la commune et qui met cette piste à disposition des élèves de la commune, ce qui nous permettra évidemment de les sensibiliser à toutes les questions de sécurité routière et ça fait partie aussi des objectifs de l'académie. C'était vraiment très important. Alors déjà premièrement vous savez que je vais partir et donc c'est une de mes dernières réunions municipales et j'étais très content d'être ici à Bémao pour le faire, surtout sur le thème qui est celui du CLSPD, qui est celui de la coproduction de sécurité, celui de la prévention de la délinquance, celui d'un travail partenarial que nous conduisons avec la commune, avec l'ensemble des acteurs de la commune et tous les services de l'État, jusqu'au parquet, et Madame la rectrice est ici pour l'éducation nationale, pour travailler justement à prévenir la délinquance. La délinquance, c'est un sujet que il y a une responsabilité de l'État sur la lutte contre la délinquance, évidemment, elle est indéniable. C'est la police nationale, la gendarmerie nationale ici à Bémao, le parquet, la justice, mais au-delà de ça, si on veut prévenir la délinquance ou même si on veut agir sur la délinquance, on est obligé de travailler tous ensemble. Travailler tous ensemble avec les polices municipales, en mettant en place de la vidéoprotection, ça c'est pour la partie le plus de contrôle, mais sur tous les axes de prévention, de travail, la piste éducation et sécurité routière de la ville de Bémao qui est exemplaire. Voilà un axe pour nous de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière. Tout le travail qui est fait par les conseils de quartier, le travail qui est fait par la maison de la parentalité que nous avions inauguré avec la ministre Moreno il y a quelques mois. Voilà, tout ce travail-là, c'est ça le CLSPD en fait. C'est ça notre sujet majeur, c'est de travailler tous ensemble pour faire un diagnostic partagé et ensuite lancer des actions. C'est le bilan qu'on a fait aujourd'hui. Ce sont des outils qui nous permettent d'accompagner les jeunes, bien sûr, tant sur le volet éducatif, mais sur le volet prévention de la délinquance. C'est en ce sens que, aujourd'hui, nous avons eu 2 belles signatures. Une première signature pour les travaux d'intérêt généraux, vous l'avez compris, qui est un travail non rémunéré, qui est une autre manière, bien sûr, d'apporter une réponse aux infractions et aux incivilités. Et dans un deuxième temps, la mise à disposition avec l'éducation nationale pour les écoles de la ville de Bémao, de manière à pouvoir accompagner nos jeunes dans le domaine de la prévention de la sécurité routière. Et donc, pour moi, c'était incontournable que nous puissions, après, bien entendu, une belle année où nous avons mis en place un certain nombre d'actions, d'accompagnement, de médiation, à la fois des familles, des jeunes, des enfants sur notre territoire. Il s'agissait pour nous de concrétiser aujourd'hui avec cela. Et maintenant, je reçois Monsieur Gérard Lamoureux des éditions Longcourt qui va nous présenter quelques ouvrages de grand intérêt. Bonsoir Monsieur Lamoureux. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir à tous. Alors effectivement, vous êtes donc aux éditions Longfort qui assurent la promotion de publications justement caribéennes, donc pas que guadeloupéennes. On va quand même mettre en lumière de créations guadeloupéennes, mais l'étendue caribéenne, pourquoi vous avez choisi effectivement de promotionner tous les ouvrages de la Caraïbe et de même faire des traductions? On en parlera. Alors, il y a au moins deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est une diversité de créations incroyable et qu'on connaît assez mal.
puisque beaucoup de livres sont traduits pour la première fois en français dans ce que nous publions. Donc voilà, il y avait une matière disponible tout à fait intéressante. Et puis en plus, ce sont des terres voisines. Et c'est facile de faire voyager des mots plus que les gens. Donc on s'intéresse d'abord aux mots. Donc vous nous présenterez d'ailleurs 2 ouvrages qui ont été traduits. Mais je propose qu'on commence par le coloriage d'artistes Guadeloupe. Donc c'est la nouvelle production de François Piquet. Absolument. Alors ça fait suite à Blanc, le roman graphique qu'on a publié il y a quelques années. Des enfants nous demandaient en voyant Blanc, mais est-ce qu'on peut colorier, monsieur? Alors on disait, non, c'est pas fait pour. Donc on a pensé à eux cette fois, on a fait un coloriage qui n'est pas réservé aux enfants d'ailleurs, mais à toute la famille. Très bien. Donc de quoi se divertir. Nous avons également pour les grandes occasions d'Elisabeth Nunez. Alors là, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, la littérature caribéenne. Elisabeth Nunez est d'origine trinidadienne, mais vit aux États-Unis, où elle fait une grande carrière d'universitaire et de romancière. Et c'est sa première traduction en français. Voilà. C'est un récit qui part du moment tragique où elle apprend le décès de sa mère et elle va donc trouver un avion pour partir à Trinidad et s'occuper de sa famille et être là. Voilà, c'est un récit d'exil aussi. Et dans la même collection, nous avons Divertissement d'Eliseo Diego. Alors là, on revient encore plus près de nous, à Cuba. Eliseo Diego, poète, mais aussi auteur de très courtes nouvelles. Donc ça, c'est traduit de l'espagnol pour la première fois aussi par Margarita Idiader. Et c'est un recueil de courts textes. Certains ne font que 10 lignes. Et d'autres quelques pages. Vous avez d'un côté l'espagnol, de l'autre le français. Donc ça peut aussi faire voyager d'une langue à l'autre. Et prendre des cours en même temps, éventuellement. Éventuellement, on peut réviser. Donc ouverture vers la Caraïbe toujours. Et là, nous avons cet ouvrage, donc Pointe-à-Pitre, chemin faisant, aquarelle et dessins de Florence Badetz, texte de Céline Malraux. Là, on revient tout près de chez nous. C'est une balade, une déambulation dans les rues de Pointe-à-Pitre, tout en aquarelle, avec des textes d'accompagnement. Et ce livre met en valeur les monuments, les bâtiments patrimoniaux, ceux qu'on oublie, ceux qu'on maltraite. La maison Fourier, par exemple, qui a brûlé, on l'a prise, mais il y a le Mémorial Acte, il y a tout ce qui fait le charme de cette ville avec toutes ces phases architecturales. Et on finit avec le dernier ouvrage, le Paysage dernier intranquille, qui vient de sortir à la fois un livre d'images et un livre de littérature, puisque les photos de Sylvain Dufart sont accompagnées de textes d'Estelle Sarabul, auteur notamment de Là où les chiens boivent par la queue, enfin bien connu ici. Son papa était guadeloupéen, donc elle connaît bien le territoire. Et c'est une promenade aussi là à travers les paysages de l'archipel, pas seulement Grande-Terre-Basse-Terre, mais de tout l'archipel, avec ses beautés, l'émotion naturelle qui nous saisit à chaque fois qu'on traverse ces paysages, et puis aussi une sorte d'alerte sur le fait qu'un paysage, c'est un bien commun, il faut en prendre soin, c'est vivant, et la main de l'homme est là pour le meilleur, parfois pour le pire. Souvent pour le pire. Vous l'avez dit, ce n'est pas moi. on peut le dire. Il y a aussi des photos, enfin des évolutions, des photos prises à différentes dates. Oui, bien sûr, ça c'est le projet de la DEAL, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit. L'Observatoire des paysages, photographique des paysages, que la DEAL met en œuvre depuis 4 ans maintenant, ce sont des campagnes de photographie qui sont reconduites à l'identique, même cadrage, et on voit très bien sur 4 ans par exemple l'évolution des paysages et ce que l'homme fait au paysage. Il y a la destruction du littoral qui est très visible. Oui, le grignotage ou la lutte de l'urbain qui grignote le rural. Bon, ça, ce sont des choses qu'on vit constamment, et c'est aussi un livre témoignage, à la fois une célébration de la beauté de l'archipel, et puis aussi des traces de ce que l'homme y fait, de ce que nous y faisons. Voilà. Alors, vous ouvrez donc la littérature caribéenne à la Guadeloupe, mais est-ce que les œuvres guadeloupéennes, elles, arrivent aussi à pénétrer des marchés caribéens? Alors, elles n'arrivent pas, pour l'instant, pour des raisons de langue essentiellement, puisqu'on traduit. En revanche... On va apprendre le français? Oui, ça n'intéresse pas trop. Mais le texte d'Elisabeth Nunez vient d'être lu à l'Alliance française de Trinidad, par exemple. Oui, on fait des opérations de ce type, en lecture bilingue. Et puis, tous nos livres sont disponibles dans l'Hexagone aussi. Donc, on fait la promotion de la Caraïbe dans l'Hexagone, et là aussi, c'est... Est-ce que ça fonctionne? Ça commence à bien fonctionner, oui, absolument. Donc, il y a des ouvertures. Merci beaucoup.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.